Moi, je ne suis pas docteur ni ingénieur, mais je suis architecte, donc je parle avec des images et je vous ai amené beaucoup d'images. On va commencer. Voilà. L'architecture hospitalière, qu'est-ce qui va changer demain? C'est que nos hôpitaux, je vous rassure tout de suite, ils vont devenir beaucoup plus petits et beaucoup plus humains. Et ça va devenir des lieux de bien-être. Mais il faudra encore attendre un petit peu parce qu'on attend en effet un peu les sous. Mais vous allez voir, le paysage hospitalier dans les quelques décennies va tout à fait changer. Mais avant d'aller dans le futur, pour l'hôpital du futur, il faut un petit peu retourner quand même en arrière, et loin en arrière. Je retourne 5500 ans en arrière, parce que l'avenir, c'est aussi la mémoire. Et vous voyez à peu près les proportions. L'Antiquité, c'est 4000 ans, le Moyen-Âge, 1000, les temps modernes, 500 ans, et le temps contemporain, c'est la dernière centaine d'années, et c'est maintenant que tout se passe dans la toute dernière petite partie là. Les Grecs, c'était très simple, parce que quand on était malade, c'était tout simplement, on était puni par les dieux, et quand on était guéri, c'était parce que c'était un cadeau des dieux. Des Grecs, il n'y a plus grand-chose qui reste, mais ce qu'on retient surtout, c'est leur culte de bien-être. Et tous les systèmes hydrauliques très complexes, vous vous souvenez, tout ce qui était le bien-être avec les bains et tout ça, on en a quand même retenu quelque chose. Et les Romains, ils ont tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout amélioré. Le système grec, ils trouvaient ça très bien, ils ont repris, ils ont amélioré le système. Le problème des Romains, c'est qu'ils ont été encore plus loin. Ils ont conquis tout le bassin méditerranéen. Et un empereur, l'empereur Justinien, que vous connaissez peut-être encore, mais à cette période-là, il a eu quand même un fameux problème parce que quand on fait les conquêtes, on commence à mélanger tout plein de pays et ça a créé quand même pas mal de maladies et de pestes. Et il y a eu 18 vagues de peste l'un derrière l'autre en 200 ans, ce qui a créé 50 millions de morts. Il y a peu de gens qui savent ça, mais 50 millions de morts en 200 ans, c'est quand même pas mal. Mais enfin, on a survécu quand même. Ce qui est important, c'est que surtout lui, il a fait de sorte que l'hôpital devienne une institution sociale. Parce qu'au départ, il n'y avait que des hôpitaux militaires pour les guerriers. Et comme il y a eu tellement de problèmes de peste, il en a fait une institution sociale. C'est ça que je voulais surtout que vous reteniez. Après, il y a eu le Moyen-Âge. Là, on va vite passer parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose à ce moment-là. Parce qu'il y avait des guest houses pour les gens pauvres et les vieux et tout ça, mais en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de know-how médical. Et puis après, tout le monde se souvient des croisades. Et les croisades, là de nouveau, on a conquéri tout le monde, tout le bassin méditerranéen, et de nouveau des grandes épidémies, de nouveau des grands problèmes de peste, mais aussi de lèpre. Peu de gens le savent aussi, mais à un certain moment en Europe, il y a eu plus de 20 000 maisons de lèpre. Donc c'est pas rien. D'un autre côté, Alep, on l'entend souvent ces derniers temps, à ce moment-là, c'était vraiment l'âge d'or islamique. Et là, eux ont vraiment repris tous les éléments justement des Grecs et des Romains. Ils savaient très bien l'importance de l'eau, l'importance de l'air, l'importance de la lumière surtout, mais aussi de la musique dans ces édifices. Et ils allaient justement construire, pas leurs hôpitaux, ça n'existait pas encore ce nom, mais les Albimaristans, ça s'appelait, et ils les allaient mettre près des sources ou près de la rivière. Ça, par contre, c'est nettement plus connu, les hospices de Beaune. C'est plutôt... oui, on ne parle pas encore d'hôpitaux, mais là, il y avait déjà une petite pharmacie, il y avait des jardins. Et ces jardins, ils vont devenir de plus en plus grands. Parce qu'on a compris que les gens, en les mettant tous ensemble, on se contaminait l'un l'autre. Et donc, on a créé des édifices plus grands, justement, pour contrer toutes ces infections. Et on a construit toujours de plus en plus grand. À Paris, on a eu le Summum, bien sûr, l'hôpital Pitié de la Salpêtrière, qui à un certain moment a eu plus de 10 000 patients.
10 000 patients, c'est clair, dans un hôpital, ce n'est pas très bon. Surtout que ce n'était pas que des patients, il y avait beaucoup de pauvres, mais il y avait aussi des mendiants, il y avait des prisonniers même dans cet hôpital. La bonne chose, la bonne nouvelle, c'était que au niveau médical, tout allait de l'avant, et par contre, tout ce qui était plutôt religieux a disparu. Et puis, bon, il y a les Allemands, ils ont fait la même chose. Hein, à Vienne, on a aussi construit des choses comme ça. Mais ce qui était important aussi, c'était tout ce qui était l'apport d'air et de lumière. Là, on se rendait compte quand même que l'air, c'était important dans ces nouveaux édifices. On retourne un peu à Paris. Là, on voit les premières typologies qui apparaissent, des hôpitaux très, très linéaires. Il y a même eu des plans pour le nouvel Hôtel-Dieu tout à fait en rond. Il n'a jamais été exécuté, mais enfin, on allait chaque fois de l'avant. Et on continue dans l'histoire. On arrive au Nightingale Wards. Ça, c'est une très belle époque parce qu'à ce moment-là, justement, cette infirmière se rendait bien compte que les patients allaient beaucoup mieux quand ils étaient en contact avec beaucoup de lumière, en contact avec l'air frais. Et donc, plusieurs hôpitaux ont été construits dans cet esprit-là. En Allemagne, de nouveau, on retourne, on se dit, oui, mais enfin, mettre les gens dans les grandes villes, c'est pas sain, l'air n'est pas sain, et tout ça. Et donc, là, on a redivisé l'hôpital en petits pavillons avec des petits jardins, parce qu'on disait, ah oui, mais les petits jardins, c'est quand même bien, on est près de la nature et on se sent mieux. Donc, l'histoire se répète. Et puis de là, un pas plus loin, on arrive les fameux sanatoriums qu'on retrouve en Finlande, de Alvar Aalto, entre autres. Là, c'est le summum, au fait, du bien-être, puisqu'on profite pleinement du soleil, de l'air frais, et en plus, on a une superbe vue sur la nature. Même les chambres étaient déjà bien aménagées parce qu'on savait qu'il y avait justement des contaminations entre personnes. On avait déjà prévu 2 lavabos par personne et des grandes fenêtres pour les vues vers l'extérieur. Mais malheureusement, il y a des bonnes et des mauvaises évolutions. On invente des ascenseurs, donc c'est une bonne chose. On peut cumuler les pavillons. Mais d'un autre côté, il y a aussi des évolutions médicales. Et les évolutions médicales, de sorte qu'au niveau de médicaments, on arrive avec tout plein d'antibiotiques, on peut de nouveau mettre tout le monde ensemble. Et voilà. Et alors, et en plus, construire des pavillons, c'est quand même cher, parce qu'on a quand même besoin de beaucoup de surface. On va mettre les pavillons, tout simplement, l'un sur l'autre, et on a créé un nouveau type d'hôpital, le Block Hospital, et on est en train de tous les démolir pour l'instant. Mais pas tous encore, parce que dans les années 70, on a quand même eu une nouvelle vague d'hôpitaux en Belgique. C'est un exemple, c'est celui de Bruges, c'est un des meilleurs, je vais dire, qui a ressuscité un petit peu, parce que cet hôpital existe encore toujours, il fonctionne même très bien, mais on voit très bien la typologie des hôpitaux des années 70-80, c'est-à-dire le bloc, les unités de soins, un bloc médico-technique juste derrière, et puis plus près de l'eau, plus près des arbres, un bloc de révalidation. Et comme ça, il y a plein de modèles en Belgique. Mais un hôpital, bien sûr, ce n'est pas une île. Un hôpital, demain, sera tout à fait réintégré dans la société. Bien sûr, il faudra tenir compte de l'épidémiologie et des démographies. Simplement, la période dans la province du Limbourg, pour prendre cette province-là, on va voir qu'en moins de 50 ans, on va doubler le nombre d'octogénaires. Donc, ça promet. Les réseaux, on en a parlé. Il y a les réseaux horizontaux, je ne vais pas trop en parler là. Par contre, les réseaux verticaux, ça c'est nettement plus intéressant. Comment est-ce que Hasselt va être connecté avec la Flandre, ou comment est-ce que Liège va être connecté avec les restants de la Wallonie, ou Aachen en Allemagne, Maastricht. Je répète ce que le professeur Verdonck vient de dire, mais c'est intéressant de voir ça sur la carte, parce que quand on voit le rectangle flamand qui connecte toutes les universités en Flandre, l'université d'Anvers, de Gand, de Bruxelles, Louvain, et on peut prolonger jusqu'à Hasselt, mais on voit qu'en Wallonie, on peut faire exactement la même chose, peut-être sous une autre forme. Vous avez tout le bassin Sambre-Meuse qui connecte au fait, presque d'une ligne droite, tous les hôpitaux de Wallonie, en allant de Mons jusqu'à Liège. Et il y a un effet tout à fait similaire du côté de l'Allemagne. Donc ce sont des réseaux qu'on pourrait connecter, il suffit de passer les frontières ou les frontières linguistiques.
Voilà, mais le problème en Wallonie ou le problème en Flandre est tout à fait le même. Je prends l'exemple du bipôle entre Genk et Hasselt, deux réseaux qui sont à 10 km l'un de l'autre, mais qui ne se parlent pas. À part la mobilité, là on se trouve parce que les routes sont connectées, mais les hôpitaux, ils travaillent l'un à côté de l'autre. Et pourtant, ils sont proches l'un de l'autre. Mais peut-être qu'ils peuvent trouver des alliés en descendant vers le sud, vers Liège, et connecter tout le bassin Sambre-Meuse, ou trouver une approche vers Maastricht ou Aachen. Why not? Ça dépendra du CIO. Là, une image qui est intéressante, c'est une image parce qu'on a fait quelques projets en Russie il y a quelques années avant qu'on ait eu des problèmes avec l'Ukraine et que tout s'est fermé. Vous voyez, tous les hôpitaux à Saint-Pétersbourg, on a eu l'occasion de faire un beau projet, un master plan au nord de la ville, dans une zone qui est en extension. Et je vous montre quelques images de ce master plan. C'était un hôpital il n'a pas encore été construit, mais un hôpital de 2000 lits avec tout un centre éducatif, student housing, infrastructures sportives, centre de conférences bien sûr au milieu avec de l'eau, des arbres, un hôtel R&D, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça c'est l'avenir. Ça c'est l'avenir parce que là, l'hôpital, qui soit maintenant universitaire ou non, fait de nouveau partie intégrante de la ville. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de refaire d'anciens hôpitaux sur d'anciens sites. Ça, c'est un autre projet, une compétition qu'on avait fait pour l'hôpital à Mechnikov, aussi à Saint-Pétersbourg. Donc, sur des sites existants, on peut parfois recréer avec une nouvelle architecture un nouveau dynamisme pour réintégrer toute la ville. Mais bon, on va quitter la Russie, on va retourner en Wallonie. Et là, vous avez une image qui est peut-être difficile à reconnaître, mais c'est Charleroi. À Charleroi, il y a également beaucoup d'hôpitaux. Le CHU vient d'ouvrir ses portes avec un tout nouvel hôpital. Mais le grand hôpital de Charleroi va faire de même. Lui, il a 5 hôpitaux. Il a dit, bon, notre hôpital le plus neuf, on va le garder au centre de la ville. Par contre, les 4 autres, ils sont fort obsolètes. Il faudrait faire quelque chose avec. Eh bien, ils ont trouvé une bonne solution parce qu'ils ont trouvé un super terrain le long du ring. C'est la Croix Bleue. Et ils vont en fait construire un nouvel hôpital de 1000 lits. Ils avaient 1300 lits. Ils vont réduire de 30%. Parce qu'ils se rendent compte qu'avec 1000 lits, on s'est plus qu'assez, parce qu'il y a cette optimisation justement, parce qu'on arrive à tout regrouper à un seul endroit. Quelques images déjà de ce futur hôpital qui va être construit sur un ancien site minier. Le gros avantage de ces sites miniers, c'est qu'il n'y avait rien autour, donc il y aura des vues magnifiques autour de cet hôpital. Et donc ce sera tout pour le bien-être du patient. Je retourne en Flandre, parce qu'on fait quand même aussi des choses en Flandre. À Anvers, au nord d'Anvers, le grand réseau ZNA a aussi des plans pour construire, peut-être pas aussi grand que ceux du grand hôpital de Charleroi, mais un plus petit hôpital de 400 lits seulement. Mais cet hôpital sera au centre de la ville. Enfin, il ne sera pas au centre, il est en fait au nord de la ville, mais il aura vue sur la ville, il aura vue sur le parc Spoor Noord, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et il aura aussi vue sur l'ancien port. Donc cet hôpital sera vraiment à proximité de ce port et tout le monde bénéficiera de ces vues incroyables. D'ailleurs, tout le rez-de-chaussée, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune fonction d'hôpital au rez-de-chaussée, ce sera toute la transparence, ce seront toutes des fonctions telles que pharmacie, bandagerie, orthopédie, et puis il y aura un grand escalier qui vous mènera aux consultations et même un étage panoramique où il y aura un restaurant et au-dessus on place l'hôpital, les unités de soins et en haut les bureaux. Les game changers in healthcare, ça j'aime bien en parler, mais je récapitule un petit peu ce qu'on a entendu ce matin. Il est clair qu'en imagerie médicale, il y aura d'énormes changements, en pharmacie également. Genetics, peut-être là, je crois que ça c'est les plus grands changements qu'on va connaître. La robotique, on en a parlé, et aussi la nanotechnologie. Là,
Il y aura beaucoup de choses qui vont améliorer les soins de santé. Et puis, il y a naturellement toute l'histoire de e-health, mobile health. Et puis, vous voyez en dessous, l'hôpital, à quoi il doit ressembler demain. Beaucoup de points d'interrogation, puisque quand on voit tous ces éléments, ça va bien sûr influencer nettement la construction des hôpitaux. Genomics, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on peut avoir la carte d'identité de chacun. On va savoir à l'avance, dès la naissance, quelles sont les maladies possibles de l'enfant. Et donc, la personne pourra déjà travailler avec ces données pour travailler vraiment sur sa prévention. Donc, ça va être un des gains les plus efficients au niveau soins de santé. Et puis, comme l'a déjà dit notre prédécesseur, on va changer les sciences généralisées, les sciences vont devenir beaucoup plus personnalisées. Nanotechnologie, il est clair qu'on arrivera aussi à mettre les médicaments beaucoup plus près où ils doivent faire leur usage. La digitalisation, on passe, mais sachez quand même que 90% de tous les data a été créé les deux dernières années seulement, donc c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données et comment on va surtout les appliquer au niveau de soins de santé? Ça, on en a parlé. Ce qui est le plus important, c'est que justement, toutes ces informations vont faire de sorte que le patient va être beaucoup mieux connecté avec son docteur et qu'il y aura plein de bénéfices. Mais surtout, un des grands bénéfices, c'est par exemple que le patient ne devra peut-être même plus aller du tout à l'hôpital. Il ne devra plus prendre sa voiture, plus perdre du temps dans les salles d'attente. Il restera tout simplement à la maison, il prendra son rendez-vous longtemps à l'avance et puis il aura une séance d'1 quart d'heure pour avoir une consultation avec son médecin. Si c'est bien sûr plus grave, il devra quand même aller à l'hôpital. On en a parlé aussi, le cadre. On va bien sûr gagner des centaines de billions, selon PricewaterhouseCoopers, avec ce e-health et mobile health et la télémédecine, mais il y a plein de cadres qui doivent être solutionnés. Les cadres financiers, le cadre légal, les cadres techniques. De toute manière, la technologie n'est pas un traitement. Avec la technologie, c'est surtout un outil. Mais je crois réellement la clinique virtuelle, elle existe déjà en partie. Il y en a déjà quelques-unes aux États-Unis. Il y a déjà des tests, hôpitaux tests en Hollande aussi. Et cette clinique virtuelle fera de sorte que justement on va communiquer différemment avec le patient, mais on va aussi le suivre avec tout plein de petits senseurs. Et vous voyez déjà le résultat, ce que ça va faire sur nos bâtiments, c'est que d'ici moins de 10 ans, la capacité des hôpitaux va diminuer de moitié. Donc quand on construit un hôpital, il faut réfléchir à 2 fois avant de copier tout simplement les modèles du passé. Mais aussi, au niveau des urgences, il y aura moins d'urgences, mais il y aura aussi nettement moins de réhospitalisation. Toutes ces transformations au niveau soins de santé vont bien sûr générer de gros avantages. On va faire des diagnosis beaucoup plus rapides, une meilleure prévention. Et tout ça va encore s'accélérer quand ces données vont être communiquées et partagées avec la science. On en a parlé aussi, parce que maintenant, si on rajoute toutes ces données génétiques, justement, de tous ces patients, de toutes ces données sensibles, et qu'on va connecter ça avec d'autres big data, de d'autres informations, de là, il y aura de nouveau des nouvelles données. Et l'OECD a déjà dit que justement ce développement de connaissances va créer encore plus d'innovation. Et comme on l'a déjà entendu ce matin, on n'est vraiment pas loin de l'intelligence artificielle. Maintenant, comment est-ce qu'il faut penser comme Dr House? Et j'aime bien Dr House parce qu'il il réfléchit différemment, où il voit l'aspect, il commence quelque chose de manière tout à fait différente. Et bien pour les architectes, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on commence maintenant avec un hôpital? D'abord, il faut écouter le client. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut construire un centre de revalidation? Ou est-ce qu'il veut tout simplement construire un Maggie Center? Ça peut être sympa. Ou un centre de protonothérapie, comme celui qu'on a proposé justement pour Charleroi. On espère qu'on va le construire en tout cas.
Ou bien on construit la grosse boîte technologique, comme ici à Madrid, l'hôpital Rey Juan Carlos, vraiment un des hôpitaux les plus chers au monde, mais qui est bon, oui, pourquoi pas. Ou bien on fait un peu comme les Hollandais, on fait un hôpital qui ressemble à un aéroport, why not? Ou est-ce qu'on fait quelque chose, un modèle linéaire? Ou encore autre chose, ça c'est très intéressant par contre, c'est celui de Trondheim, c'est un hôpital en city block. Et là ce qui est intéressant, c'est que chaque bloc est un pôle médical. Et tous ces pôles médicaux sont liaisonnés avec des passerelles au niveau plus 1. Donc au niveau plus 1, il y a des passerelles qui relient le tout, ça crée un niveau académique. Mais par contre, il y a tout un réseau souterrain également. Donc tous ces bâtiments sont connectés d'une manière pour la logistique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'image en haut, c'est que justement ces bâtiments ne sont pas trop grands et que ça amène les gens sur la rue parce que l'échelle de ces bâtiments n'est pas trop grande, donc ça reste humain. En plus, entre les bâtiments, on peut créer plein de petits jardins ou de petites plaines, donc c'est peut-être une des solutions. Mais quel est le choix stratégique du maître d'ouvrage? Parce que bon, on peut donner des idées, mais il faut quand même avoir la vision du maître de l'ouvrage. Alors, quelle peut être cette stratégie? La stratégie peut être la plus simple, bien sûr, d'avoir un truc très flexible, très fonctionnel, comme ici. Il y a plein d'hôpitaux en Hollande et surtout en Allemagne qui sont construits de cette manière, très, très cartésien. Ou bien est-ce qu'on va imaginer quelque chose de tout à fait différent? Par exemple, ici, c'est le premier hôpital post-antibiotique, parce que c'est un hôpital pour maladies infectieuses. Eh ben, les gens qui sont infectés, on ne va pas les faire rentrer dans l'hôpital, non, on va les laisser marcher autour de l'hôpital et ils vont, par ces passerelles extérieures, rentrer dans les consultations, justement pour ne pas se contaminer l'un l'autre. C'est une idée comme une autre. Ou bien un geste architectural comme de Herzog et de Meuron, où c'est un hôpital aussi, oui, où on va mettre l'hôpital carrément dans la nature avec un immense jardin intérieur, pourquoi pas. Ou bien on va travailler en pôle, on va le voir de manière beaucoup plus scientifique, on va créer le pôle mère-enfant, le pôle neuro, le pôle abdominal, un pôle gériatrique, psychiatrique, et puis on va mettre tout ça en couches. Et voilà, comme par exemple comme dans l'hôpital de Roulers, qui est en construction pour l'instant, ils ont travaillé de cette manière-là, et ils ont mis toutes des couches, et à chaque couche c'est en fait un autre pôle. Et d'un côté du bâtiment, vous avez les consultations, et de l'autre côté du corridor, vous avez toutes les unités de soins. Un autre exemple, c'est celui de Malines, qui est en construction, qui va s'ouvrir l'année prochaine. Là, par contre, ça a été construit le long d'une grande rue intérieure. Donc, non seulement un boulevard des soins pour rentrer, mais après, il est connecté à une grande rue intérieure. Et puis, à cette rue intérieure sont connectées toutes les unités de soins en tout genre. Donc, c'est vraiment un hôpital qui est super flexible. Et très facile aussi pour trouver son chemin. C'est une, comment on appelle ça, une wayfinding qui est intuitif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet hôpital a été construit sur un grid de 8,40 m et ça a donné d'autres configurations aussi pour la construction de chambres 1 et 2 personnes. Ça, c'est une vue de cet hôpital. Une vue de l'intérieur, d'un des patios intérieurs. Donc ce patio se trouve au -1, donc les gens qui travaillent en cave, ceux qui travaillent dans les zones logistiques, ils ont aussi cette impression de travailler au rez-de-chaussée. Ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont l'artiste a travaillé cette grande rue centrale, et puis on voit aussi les façades qui sont plein sud ou qui sont fort orientées vers le soleil ou qui sont travaillées d'une manière très intéressante avec des écrans par soleil. Je retourne un instant au grand hôpital de Charleroi parce que là c'est quand même une autre approche, c'est une approche plutôt immobilière qui a été utilisée. La méthode en layers qui fait de sorte qu'on va diviser l'hôpital en 4 grandes parties, c'est-à-dire la partie logistique, une partie
Haute Flore, c'est là où sont tous les services intensifs des urgences, soins intensifs jusqu'au bloc opératoire, bloc obstétrique et tout ça. Puis il y a bien sûr la partie hospi, hospitalisation, et la partie consultation. Et là, on a rajouté une couche en plus, c'est-à-dire qu'on a, rajouté une différence entre les courts séjours et les longs séjours. Parce que les courts séjours, c'est 2-3 jours, les longs séjours, c'est des semaines, parfois des mois. Et là, on voit très bien dans le mauve la partie long séjour, où c'est l'oncologie, la gériatrie, tout ça. Tous ces gens-là vont bénéficier d'une vue incroyable pendant tout leur séjour. En plus, le bâtiment il est très flexible. Vous voyez bien qu'on peut rajouter un étage, un petit bloc ou carrément tout un volume. Et ça, c'est une vue de ce futur hôpital. Comme vous savez, à Charleroi, il y a quand même encore toujours beaucoup de terrils. Mais ces terrils, aujourd'hui, ils ne sont plus noirs. Ce sont de vraies pyramides vertes. Donc ça aussi, ce sera une plus-value pour les patients qui logeront dans ce futur hôpital. Après la stratégie, bien sûr, c'est aussi important de voir quelle est l'image qu'on veut donner de cet hôpital. À Toronto, par exemple, c'est un hôpital pour mère-enfant. Là, ils ont donné un pink touch pour montrer justement cet aspect féminin à cet hôpital. Ou ici, ça c'est un exemple d'un nouveau landmark qu'on va faire pour le UZ Bruxelles, parce que l'entrée de l'hôpital de UZ Bruxelles est, elle est tout simplement en croix, mais elle est en haut sur une montagne. Et maintenant qu'ils vont avoir un tram devant leur porte, après 30 ans, le tram va s'arrêter, mais il faut toujours faire la pente. Alors ils ont décidé tout simplement, on va changer l'entrée et on va bouger l'entrée au coin de notre site, de sorte qu'il y a une nouvelle entrée qui va connecter, donner une connexion avec les unités d'hospitalisation, bien sûr, mais aussi avec tout ce qui est consultation qui est juste derrière. On ne fait pas que la même chose que pour les hôpitaux universitaires, mais aussi pour les plus petits hôpitaux, comme l'hôpital de Rumst, où on va faire une petite extension pour recréer une nouvelle entrée et on va créer une toute nouvelle entité à cet hôpital. C'est aussi un projet d'une compétition qu'on a fait à Bratislava, mais on n'a plus l'impression d'être devant un hôpital. C'est une photo à l'intérieur de ce nouvel hôpital. Là aussi, on montre que c'est plus un endroit où il y a l'interconnectivité entre les différents niveaux. Ça, par contre, celui-là, il a été construit, il a été imaginé il y a 15 ans. C'est le nouveau hall d'entrée de l'hôpital à Lost. Donc, on a construit une extension de 45 000 m². On a construit tous les day cliniques et tout ça. Il y a 750 voitures qui sont dans le parking souterrain. Mais tous ces gens arrivent à un endroit central, dans le hall d'entrée. Et puis, d'une manière tout à fait intuitive, ils vont trouver leur chemin, ou bien vers la partie hospi, ou bien vers la partie consultation. Un petit break maintenant. Parce que ce qui est important quand on rentre dans un hôpital, c'est justement l'espace. Donc il faut donner un peu de grandeur. J'ai pris cet exemple-là parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Australie et j'ai vu pas mal de beaux hôpitaux. Et celui-là, c'est vraiment magnifique, c'est celui à Melbourne. Vous voyez, c'est non seulement l'espace, c'est la matérialisation, c'est l'art, c'est les couleurs, les matériaux. Ce sont vraiment des exemples à suivre. Il ne faut pas toujours aller aussi loin. Même en Italie, ils ont des beaux exemples. Là, ils ont eu l'idée de faire un jardin d'hiver. Pourquoi pas? Ou à Glasgow, là, dans leur hall d'entrée, ils ont mis le Knowledge Center en valeur. Par exemple, toutes les salles de réunion dans le hall d'entrée sont mises en valeur. Donc, dès qu'on rentre dans le hall d'entrée, on voit tous ces gens qui sont en train de se parler l'un l'autre. En Hollande, c'est un petit peu différent. Là, on fait la séparation des flux, une stricte séparation des flux. C'est l'hôpital de Sittard, où les flux ambulatoires, les flux alités et les flux logistiques sont tout à fait séparés. Donc c'est un petit peu mécanique, mais c'est quand même un hôpital assez futuriste. Ça, par contre, c'est nettement plus humain. Là, j'aime bien cet hôpital-là, parce que, premièrement, il est d'une échelle plus petite, mais ce qui est surtout intéressant, c'est cet escalier qui vous pousse,
qui vous pousse à faire une activité physique et qui interconnecte tous les différents niveaux. Donc c'est vraiment un très bon exemple. D'autre part, au Vietnam, il y a aussi une demande importante pour construire de nouveaux hôpitaux. Et là, on a construit un hôpital de 500 lits et le client voulait une atmosphère très conviviale, mais hôtel. Et en plus, le marbre là, vous l'avez pour le prix d'une dalle ici. Donc, on a habillé tout le hall de marbres locaux. Nous sommes également au Vietnam occupés à construire 2 nouveaux hôpitaux de 1000 lits. Le premier ici, c'est le Bac Mai Hospital. C'est un hôpital qui sera surtout pour les outpatients, pour surtout tout ce qui est consultation. Et là, dans le hall d'entrée, où il y aura énormément de personnes, on a surtout fait un geste de grandeur, beaucoup de lumière naturelle. L'autre hôpital, aussi de 1000 lits, là on a plutôt créé des rues internes et des grands patios internes. Et en plus, les murs, on va les couvrir, on va créer des murs végétaux. Mais il ne faut pas toujours faire des grandes choses. Parfois, des plus petites choses sont tout aussi belles. Par exemple, pour le nouveau centre de protonthérapie à Charleroi, c'est déjà une visualisation comment ça pourrait être. Donc, ce sera beaucoup plus convivial et on va travailler avec de la lumière zénitale qui est très agréable. Just one more minute pour parler un petit peu des salles d'attente, parce que on passe beaucoup de temps en salle d'attente. Ça, c'est par exemple une salle d'attente pour pédiatrie. Donc, on a l'idée du bois qui a été repris dans cette salle d'attente, ou ici, dans les urgences des cliniques Saint-Luc, où on a créé une atmosphère plus conviviale. Ici, c'est une visualisation pour le nouveau centre de protonthérapie à Louvain. Malheureusement, on a terminé deuxième. Et je crains que c'est une occasion manquée parce que le projet gagnant a quelque chose de tout à fait fermé. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment être très agréable. Le patient va bien être traité, mais je ne sais pas dans quel espace il va être traité. Ça, on retourne à Madrid, parce que c'est quand même intéressant, cet hôpital de San Juan. Il coûte très cher, mais c'est quand même chouette à voir parce qu'ils ont créé comme un jardin intérieur, mais qui est tout à fait ouvert. Donc, pendant la journée, c'est à ciel ouvert. Pendant la nuit, c'est protégé. On a une autre ambiance. Je crois qu'on peut s'en inspirer. Je retourne un peu en Australie. Là, de nouveau, dans les salles d'attente, ils créent carrément des aquariums sur 2 niveaux. Et ça, c'est fort chouette, naturellement, surtout quand on a des patients pédiatriques, ils regardent les petits poissons en attendant leur tour. On peut le faire plus simple, bien sûr, simplement en créant quelque chose, un jeu avec le mobilier ou avec les couleurs. Mais ce qui est important aussi, c'est la manière dont on approche un hôpital, que ce soit un petit ou un grand hôpital. Par exemple, la rénovation pour le CHU de Liège, à Aisne, c'est un centre de révalidation. C'était très simple, on a renouvelé tout l'hôpital, mais l'hôpital se trouvait à peu près une 50aine de mètres en hauteur. Donc pour un patient qui doit aller en révalidation et doit déjà monter ces 50 mètres, c'était déjà un défi. Donc on a construit à côté encore, en plus on a connecté cela avec un ascenseur et maintenant il rentre de plein pied dans l'hôpital. ZNA à Anvers, on va créer donc un Zorgboulevard. Donc, Zorgboulevard, c'est un boulevard des soins, je vais dire, où au rez-de-chaussée, vous allez trouver que des shops qui ont trait à la santé. Et par contre, vous voyez déjà en arrière-plan l'escalier hélicoïdal qui vous mènera aux consultations. Donc là aussi, on va pousser les clients à prendre l'escalier pour aller aux consultes. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est signalisation, que ce soit très clair, qu'on travaille avec des chiffres ou avec des lettres ou avec des couleurs. C'est important de penser déjà à ces choses-là dans le projet, dans un stade initial. Ce qui est aussi fort intéressant, c'est utiliser tout ce qui est le digital signage.
Là aussi, ça peut être très intéressant parce que ces panneaux qui peuvent changer, on peut donner de l'information très précise et puis on reçoit par exemple un code, que ce soit A, B, C, etc. Et puis on voit très facilement dans quel sens il faut se diriger. Il faut déjà presque être myope pour rater la lettre. Mais les couloirs aussi, c'est quelque chose, toujours avoir ces couloirs de 2,40 m, ben de temps en temps, il faut être un peu plus généreux parce que si on donne une fois 3 mètres ou plus, ben, on peut créer un peu d'interaction justement dans les couloirs où, par exemple, les patients peuvent faire leurs exercices de réhabilitation. D'un autre côté, un couloir, ça ne doit pas toujours être sobre, on peut aussi jouer avec de la couleur. Ça ne doit pas toujours être de la couleur sur les murs, mais on peut aussi jouer avec de la couleur sur les plafonds. Ou, si on n'a pas de lumière naturelle, on peut aussi créer des semblants de lumière naturelle. On utilise la lumière artificielle, on utilise des belles images de la nature et ça crée bien sûr un cadre agréable pour le personnel mais aussi pour les patients. Quand il est temps de faire un break, il faut trouver la cafétéria. La cafétéria, elle doit être visible, pas cachée derrière un coin. Il doit avoir une certaine transparence. La lumière naturelle doit être là, qu'elle vienne maintenant du toit ou d'autre part, c'est important. Ou bien vous créez un restaurant avec vue panoramique. Vous allez tout de suite avoir votre restaurant qui va être plein. Ou bien vous créez quelque chose avec des patios. Voilà. Même si c'est tout à fait fermé, vous pouvez créer des patios intérieurs avec des aires de repos. Ça crée de nouveau de l'interconnectivité entre les patients, le personnel, etc. Et ça aussi, de nouveau, c'est l'exemple en Australie. Et ce qui est intéressant, là, on voit tout de suite de nouveau cette interconnexion avec les espaces extérieurs et la nature. Et c'est ça quelque chose qu'il faut absolument faire avec tous nos nouveaux hôpitaux, c'est reconnecter avec la nature. Par exemple, ceci c'est un projet qui a gagné plusieurs awards, c'est un centre de révalidation qui est carrément intégré dans les bois. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir des bois, parfois on est en ville. Hein? Oui, encore 5 minutes. Par exemple, on a toute cette verdure, on l'a rentrée dans le bâtiment et on le continue même jusque dans les salles d'attente. Ou ici, à Saint Maarten, on vient de terminer, on a déjà planté les premières arbres au -1, ou dans le centre de protonthérapie. On va ici mettre des plantations dans les patios, mais non seulement dans les patios, on va aussi mettre des toitures ou des jardins terrasses. Ou quand il n'y a pas du tout de lumière, de nouveau, on crée avec de la lumière artificielle et des images de la côte, parce que c'est un hôpital à Bruges, on peut créer des espaces tout à fait agréables. Par contre, nos collègues en Suède, eux, estiment qu'il faut plus disconnecter les bâtiments, et là, ils pensent plus à des bâtiments séparés, plus l'idée du campus. Et alors, quand c'est l'idée du campus, on peut rajouter bien sûr des arbres. Quand il n'y a pas possibilité de mettre des arbres, on peut en mettre partout sur les balcons. Ça, c'est Vincent Calbot, c'est pas un hôpital, ça, mais c'est des appartements, mais ça pourrait être un hôpital. Par contre, les hôpitaux avec beaucoup de verdure, ça existe. Si vous allez à Singapour, vous allez trouver des hôpitaux avec énormément de verdure, et même en toiture, ils vont cultiver leurs courgettes. En Écosse, par contre, là, ils font Health in the Park. C'est aussi assez intéressant. C'était un horrible hôpital. Ils l'ont tout à fait démoli. Et maintenant, en fait, l'hôpital, il est quasiment caché derrière le gazon. Et ça, c'est un concours qu'on a fait il y a quelques années, en 2011. C'était la première fois qu'on travaillait au Vietnam. On dit, on va sortir le registre, on va tout faire. Mais après quelques années, on était vite refroidis parce qu'au fait, ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Mais au fait, c'est à ça qu'on devrait venir dans le futur, parce que là, dans chaque boule, ce sont des unités de soins, mais tout le bloc médico-technique, il est protégé par des terres. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vous donne juste quelques idées. Alors, bien sûr, les salles d'attente, ça doit être agréable, il faut incorporer un petit peu d'art, ou des systèmes de projection. Par exemple, c'est une unité de pédiatrie. On a fait tout un système de projection sur les murs, donc c'est agréable pour les enfants.
Mais pour ces mêmes enfants, ils peuvent aussi jouer dans les couloirs, parce que dans le couloir, on a créé des niches. Donc ces petits enfants peuvent aller se mettre dans ces niches avant de retourner à leur chambre. Et vous voyez déjà le prochain élément, la banquette. Hein, la banquette près du patient, très important, mais aussi l'éclairage, les vues vers l'extérieur. Ça ne doit pas toujours être une banquette, ça peut être juste 2 chaises, une table, c'est déjà fort agréable aussi. Mais ça peut même devenir quelque chose dans ce goût-là. C'est de nouveau l'exemple en Australie. Pourquoi? Parce que moi je trouve ça assez fort agréable même. C'est une chambre de patient, mais on voit déjà qu'il y a quasiment un petit salon à côté du patient, que ce soit maintenant pour le visiteur ou pour le patient, mais de nouveau avec cette connexion avec la nature. Si on veut améliorer les connexions avec la nature, bien sûr, on peut descendre les fenêtres jusqu'en bas pour encore créer plus d'interaction avec la nature, ou ici dans le cas de Zettena, avec le port. Mais bien sûr, tout le monde n'aura pas une chambre, de plus en plus de One Day, donc il faudra trouver de nouveaux systèmes pour la One Day. Ça peut être ceci, ou ça peut être cela, si on veut donner un peu plus d'espace, avec même une zone de travail pour les patients, donc on le verra dans l'avenir. Mais il faut savoir aussi que pour chaque patient, vous avez 3 membres de personnel. Et donc, vous devez équiper le personnel avec du matériau adéquat. Donc là aussi, les architectes, c'est à nous à amener ces nouveaux matériaux vers les maîtres d'ouvrage, voir si on peut se le permettre ou non, mais au moins les utiliser dans les zones critiques comme le bloc opératoire, soins intensifs et tout ça. Je passe quelques images. Ça, c'est intéressant aussi, l'évolution de l'équipement. Hein, c'est une salle d'opération hybride. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'il y a quelques années, pour faire une salle hybride, tout ça a été fixé au sol et fixé au plafond. Aujourd'hui, c'est presque un robot qui tourne autour de la table. Pour cela, bien sûr, c'est encore autre chose. Ça, ce sont 3 salles contiguës, mais si on utilise des systèmes de flux laminaire, il est possible d'ouvrir par exemple ces portes et d'aller d'une salle à une autre. Donc la technologie nous le permet. Centre de stérilisation, de nouveau une salle hybride. Un point d'attention, salle hybride dit mètre carré, parce qu'une grande salle, c'est facilement 35-50 mètres carrés, mais là on parle déjà de 80 mètres carrés, et il faut en plus avoir de la radioprotection autour des murs. La couleur est importante. Ici, c'est pour le centre des grands brûlés, donc là, c'est plutôt le bleu. On ne va certainement pas mettre du rouge. Mais vous voyez aussi au niveau équipement, c'est une chambre high care, ça devient vraiment très technologique. On vous a déjà montré quelques nouvelles salles. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on fait des recherches aussi au niveau des matériaux. Vous voyez l'inox d'un côté, des plaques en métal traitées thermolaquées ou bien du verre. Donc là aussi, on fait des recherches continuelles pour améliorer les matériaux dans les hôpitaux. Ce qui est lié aussi, c'est bien sûr de travailler un petit peu avec les couleurs pour justement dire l'orange, ce n'est pas pour vous, le vert, vous avez accès, ou accentuer certains éléments. Et ce qui est intéressant, c'est aussi amener la nature dans les hôpitaux. Ça, ce sont aux cliniques justement universitaires de Saint-Luc, où on a rénové 6 salles. Dans chaque salle, vous allez retrouver un petit peu de nature. Et c'est surtout agréable, je crois, pas pour le patient, parce que lui, il dort. Enfin, il a endormi en tout cas, enfin, j'espère. Mais surtout pour les chirurgiens. En radiothérapie également, au lieu d'avoir cette sensation de bunker, il faut créer une sensation de bien-être. La nature, l'eau, important. Et là, si on peut même arriver à avoir de la vraie nature et de la lumière naturelle dans des centres de radiothérapie, je crois que c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir chez vous aussi, je crois. Mais chaque projet est unique, je termine. J'ai trois petites images encore. C'est un hôpital en Australie, de nouveau, à Brisbane. Ce qui est intéressant, c'est que tout cet hôpital,
il y a un concept surtout derrière. Il y a le concept de l'arbre, le living tree. Donc il y a un centre au milieu, et au centre de ce milieu, il y a toutes des branches, et chaque branche, c'est une fenêtre vers l'extérieur, une fenêtre sur la ville. Et c'est une vraie fenêtre sur la ville parce que chaque fois qu'on se trouve à cette fenêtre, on a une vraie vue de la ville. L'intérieur est tout aussi agréable. Ça, c'est un autre hôpital à Adélaïde. Ce qui est intéressant là, c'est surtout c'est les laboratoires, ce n'est pas l'hôpital, mais c'est la partie laboratoire. C'est toute la réflexion qui a été faite pour le facade engineering. Parce que vous savez, l'Australie, il fait de plus en plus chaud, il y a 40, 45 degrés parfois. Eh bien, il faut traiter les façades d'une certaine manière. Mais quand on voit l'intérieur, c'est super. Et un dernier exemple, c'est l'hôpital de nouveau à Melbourne, Royal Children's Hospital, l'hôpital qui sort de la ville et qui reconnecte avec la nature. Et justement, ces éléments verts, on les retrouve dans la façade, mais toute cette couleur, on la retrouve également dans le hall d'entrée avec tous ces éléments de art. Voilà, maintenant c'est à vous. Quelle est votre histoire ?